La vie ne devient pas plus facile ou plus indulgente. Nous devenons plus forts et plus résistants. C'est votre réaction à l'adversité qu'il faut vivre et non La vie la n'est problème jamais facile qui ou détermine plus comment indulgente. l'histoire Nous doit devenons changer plus pour forts et s'achever. plus résistants. Il y a deux possibilités d'être réduit par ça. La vie est belle. La vie est belle, l'aventure continue. L'aventure continue. Bienvenue dans Histoire Kintsugi. Je suis Thibaut et je vous invite à un voyage extraordinaire là où les brisures deviennent des forces. Tout commence pour moi en 2003. J'ai 12 ans et mon père décède devant moi. Mais aujourd'hui, j'ai des phrases comme l'aventure continue ou la vie est belle tatouées sur le corps. Parce que c'est ça la vie. Il y a des hauts et des bas. Et un mercredi sur deux, je vous propose de partir à la rencontre de toutes ces personnes qui ont dû faire face aux difficultés de la vie. Elles acceptent de nous partager leur vécu pour donner un message d'espoir et inspirer ceux qui en ont besoin. En fait, ici, on parle de la vraie vie. Juste un petit rappel avant de passer à la discussion. Les récits qu'on partage ici peuvent toucher des cordes sensibles. Si jamais ça devient un petit peu trop lourd, faites une pause et parlez-en autour de vous si besoin. Si vous aimez ces discussions, je vous invite à mettre une note de 5 étoiles et à les partager autour de vous pour qu'ensemble, on donne inspiration et courage au plus grand nombre. Nolwenn, comme beaucoup d'adolescents, vit une adolescence compliquée. Mais dans son cas, les choses sont allées loin. Elle vit des histoires d'amour interdites, des agressions sexuelles et un décalage avec les gens de son âge. Elle trouve refuge dans la lecture et l'écriture. Mais ce qu'elle lit la pousse dans des pensées sombres. Elle a maintenant un but, se suicider avant ses 18 ans. Elle va tenter de le faire à plusieurs reprises. Alors comment s'en sortir quand on a pour objectif de mettre fin à ses jours ? Comment accepter qu'un homme rentre dans sa vie et lui fasse découvrir l'amour ? Elle a eu du mal à accepter cette nouvelle situation, mais s'est investie pour sortir de ses idées noires. Aujourd'hui professeure de philosophie, elle trouve toujours un échappatoire dans l'écriture. Mais elle valorise cette écriture différemment et utilise son expérience pour aider d'autres personnes avec lesquelles elle s'identifie. Avant de vous lancer dans l'écoute de cet épisode, sachez qu'avec Nolwenn, on rentre dans certains détails crus et parfois violents de ce qu'elle a vécu et de ses tentatives de suicide. Si toutefois c'est un petit peu trop compliqué à écouter pour vous, n'hésitez pas à sauter ces passages pour écouter l'ensemble de l'histoire de Nolwenn. Bonne écoute. Salut Nolwenn. Salut Thibaut. Merci de m'accueillir chez toi. On est à Agen aujourd'hui. Merci beaucoup et merci aussi de m'avoir contacté parce que t'es, je crois, le premier épisode que j'enregistre avec quelqu'un qui m'a contacté suite à ce que je diffuse sur les réseaux. D'accord. Et il s'avère que tu connais via les réseaux Soubatra de l'épisode numéro 2 et c'est comme ça que tu as eu l'idée de me contacter. Donc merci pour ça, je suis ravi qu'on échange aujourd'hui. Moi aussi. Est-ce qu'on peut commencer par une présentation de toi ? Oui, bien sûr. Donc je m'appelle Nolwenn, je viens de Bretagne, j'ai eu 40 ans cette année. Je vis avec mon compagnon, on a 2 enfants. Je suis prof de philo. Et à côté de ça, je suis aussi autrice depuis quelques années maintenant, j'aime écrire. À côté de ça, j'aime beaucoup le yoga. Et puis je suis aussi pratiquante zen, c'est-à-dire que tous les jeudis soirs, j'aime m'asseoir et rien faire avec des gens pendant une D'accord. heure. Ok. Voilà. Vous faites vraiment rien. Ouais, on s'assoit et on fait rien. Ok, je connaissais pas. La méditation. J'avais vu que tu faisais ça, mais j'avais pas creusé ce que c'était. Ok. Zazen, tu fais ça depuis combien de temps ? Zazen, ça fait 5 ans, je crois, que je pratique. Ok. Voilà. Ok. Tu as mentionné l'écriture, je crois ça va être un peu un fil conducteur, en tout cas je sais qu'on va y revenir dans notre discussion. Et tu sais, dans Histoire Kintsugi, je demande à chaque fois à mon invité de choisir un objet qui illustre la discussion et qui sera aussi le symbole graphique de cet épisode. Est-ce que tu peux me dire ce que tu as choisi ? Oui, alors j'ai choisi de ramener des stylos. 2 stylos, un stylo noir, un stylo rouge. C'est mon petit côté un peu fétichiste du stylo, de la papeterie en général. C'est donc de l'encre liquide 0,5, super important, surtout pas du 0,7. Ça c'est pour le côté fétichiste. Après sinon pour l'idée générale, c'est que je pense que le stylo c'est
C'est quelque chose qui correspond beaucoup à mon tempérament qui est assez introspectif. Le stylo, ça sert à écrire, comme tout le monde sait. Et du coup, écrire, moi, c'est quelque chose qui me permet quand même à la fois de penser. J'ai l'impression qu'on peut vraiment penser qu'en écrivant. Mhm. Et que c'est au moment où j'écris que j'arrive à penser les choses. Et donc, je m'en suis beaucoup servi dans un premier temps pour écrire pour moi. J'ai tenu un journal quand j'étais adolescente. Ça m'a pas fait beaucoup de bien, comme je te l'expliquerai. Et en même temps, le stylo, c'est aussi ce qui me permet d'écrire et aujourd'hui de publier. Et là, c'est quelque chose de très différent. C'est vraiment une manière aussi de me relier aussi, de partager, de rendre public en fait cette pensée. Et donc du coup, de guérir un peu de l'intériorisation qui a été chez moi assez maladive. Et non seulement j'ai ramené mon stylo noir, mais j'ai aussi ramené mon stylo rouge. Et celui-là, je l'ai gagné de haute lutte. Ouais. Puisque c'est pas évident en fait d'être prof de philo, c'est un concours qui est super difficile et donc vraiment j'ai eu le temps de désirer fortement, de projeter énormément en fait sur ça, sur le fait de devenir prof et prof de philo en particulier. Et donc ce stylo rouge, c'est aussi avec celui-là c'est avec ça que je parle avec mes élèves, que je corrige leurs copies, ce qui est évidemment une certaine idée de l'enfer, mais en même temps de la réussite. Ok. Aussi pour moi. Quand on s'est préparé à cet échange, tu hésitais à prendre le noir ou le rouge. Finalement, tu as choisi de prendre les deux. Pourquoi C'est différentes facettes. C'est différentes facettes, mais par contre, un même fil rouge qui est l'écriture, qui est l'écrit, et qui pour moi, en fait, je crois, est le fil rouge de ma vie. C'est-à-dire la parole, le fait de parler ou pas, les difficultés à parler, la manière dont l'écriture permet de contourner, de dire sans dire. Et en même temps, dont ça peut être aussi bien un remède comme ce que j'explore aujourd'hui dans l'écriture et la publication, et ça peut être un sacré poison comme ce que j'ai aussi exploré dans l'adolescence. En philosophie, on a un mot pour dire ça, c'est le pharmacon, c'est-à-dire c'est à la fois le remède et le poison selon l'usage. Okay. Et pareil, le stylo rouge, quelque part, c'est à la fois l'enfer, parce que vraiment corriger des copies, c'est pas drôle du tout en fait. Ouais. Et en même temps, alors le paradis, c'est un peu too much, mais c'est vraiment, en fait, l'image dans laquelle je me suis investie, quoi. Cette idée que j'allais devenir prof de philo, c'est quand même, voilà, c'est la vision que j'avais, et donc c'est le paradis peut-être pas, mais c'est une forme d'idéal aussi. Donc je trouve qu'il y a tout ça là-dedans. Ok, voilà. D'où les deux stylos. D'où les deux stylos, j'ai pas réussi à choisir. Ça marche. Tu as un petit peu évoqué ton histoire, l'écriture quand tu étais adolescente. Je pense que ça va être le moment de rentrer dans cette histoire qui est la tienne, si tu veux bien. Oui. Je me pose toujours énormément de questions sur pourquoi j'ai vrillé comme ça. C'est toujours pas super clair. Je suis pas sûre d'être capable de donner des causes objectives, mais par contre, je pense que je peux quand même décrire un peu ce qui s'est passé. Et comment ça s'est passé. Quant aux causes ultimes, j'ai quelques hypothèses. Je ne sais pas si on aura peut-être l'occasion de les partager, mais ça peut vriller un peu dans l'irrationnel aussi. Okay. Je tease. Pardon. Donc ce qui s'est passé, en termes de contexte, moi je crois que ça a commencé à vriller un peu pour moi au milieu du collège, parce que c'est le moment où j'ai commencé à trouver tout le monde stupide. Okay. Je sais pas comment le dire autrement, mais j'ai l'impression que mes copines, les copines que j'avais à l'époque, je sais pas, avaient des comportements, des intérêts, des conversations que je trouvais superficielles au dernier degré, et du coup j'ai commencé un peu à m'isoler, à rechercher finalement la solitude, parce que vraiment je préfère être seule que mal accompagnée. Et surtout, j'avais pas peur en fait de la solitude, c'est vraiment un truc avec lequel je suis très à l'aise. Donc c'était pas une souffrance en fait, mais c'était plutôt une manière de plus en plus comme ça de me sentir un peu différente en fait. C'est quelque chose qui s'est aggravé quand je suis rentrée au lycée. Je suis rentrée au lycée à Saint-Malo, donc dans une autre ville que celle où j'habitais, où j'étais la seule de ma classe à être interne. J'étais plus jeune que tout le monde, j'avais 1 an d'avance aussi, et puis ça se voyait physiquement, j'étais vraiment une gosse. Et je me suis pas intégrée en fait. Je pense que j'aurais aimé, parce que j'étais pas non plus absolument misanthrope à ce moment-là. Mais je pense que j'avais trop d'orgueil ou de timidité
pour faire l'effort, en fait, disons, de m'incruster dans des bandes qui avaient l'air d'être déjà faites. Donc je l'ai pas fait. Et à la place, écoute, j'ai plongé dans des bouquins parce que je me suis Ok. toujours servi de la lecture tout le temps pour mon bonheur personnel et aussi pour éviter les situations sociales parce que ça marche excellemment. Ok. Donc du coup, tu vois, petit à petit, j'ai commencé en fait à non pas essayer de m'intégrer, mais plutôt lire et donc du coup à m'enfermer aussi dans une solitude qui quand même n'était pas non plus quelque chose avec quoi j'étais 100% à l'aise. Mhm. J'avais à la fois un peu une forme de mépris et de manière de prendre les gens de haut, mais à la fois aussi une envie d'en être, tu vois. Mhm. Clairement, j'avais cette dualité-là et je savais pas la gérer. En plus de ça, j'étais assez fatiguée parce que j'avais pris trop d'options. Du coup, j'avais 40 heures de cours par semaine et j'étais claquée. Ok. Ce qui fait qu'à la Toussaint, en fait, j'étais pas bien. Et je me rappelle qu'on en a discuté avec mes parents. J'avais pas envie de retourner au lycée. Et en fait, ils ont eu l'idée, et je l'ai trouvée excellente, de me déscolariser, en fait, et de Mhm. m'inscrire au CNED. D'accord. Donc, ce qui permettait, en fait, de résoudre un peu tous les problèmes d'un coup, quoi. Et puis c'est vrai qu'il me faisait confiance pour travailler. Moi, ça me faisait pas peur de travailler seule. Ça me faisait plutôt envie d'être débarrassée de ma vie sociale. Mhm. Donc du coup, banco, c'est ce qu'on a fait. Et à partir de là, j'étais peut-être encore plus seule, encore plus isolée, mais encore une fois, c'était pas quelque chose à ce moment-là qui me posait problème. Mhm. Et dans un premier temps, tout s'est très bien passé. Pourquoi ça a vrillé? Je pense que un des éléments déclencheurs, c'est une histoire assez glauque qui m'est arrivée quand j'avais 14 ans, quand j'allais avoir 15 ans, en fait, je suis sortie avec un type qu'on avait 28 Mhm. et c'était pas du tout une bonne idée, en fait. Mhm. J'étais c'est une relation qui aurait pas dû exister. C'est quelque chose que j'ai un peu fantasmé pendant 2-3 jours. Et en fait, quand ça s'est réalisé, j'ai aussitôt détesté ça. Mais je comprenais pas vraiment pourquoi. En fait, Mhm. je trouvais que j'étais pas très cohérente, quoi. Puisque peut-être c'était ce que je voulais. Pourquoi est-ce que finalement je voulais pas? C'était pas très clair. C'est une relation du coup qui a eu lieu un peu aussi sous le regard de mes parents Mhm. qui n'en ont pas parlé et moi je me rappelle de ce truc-là en fait et vraiment c'est un peu le trauma initial pour moi, c'est le fait de pas parler. Ok. Et je me rappelle que moi j'attendais que le gars avec qui je sortais en parle à mes parents parce qu'il m'avait dit qu'il le ferait. Mhm. Et qui parle de votre relation? Voilà, c'est ça D'accord. qui Ok. parce que lui-même bon bah il se rendait compte que c'était un peu pas terrible quoi en Mhm. fait c'était pas un affreux salaud en plus je pense qu'il a eu un petit coup de foudre quoi et qu'à ce niveau-là je pense qu'il était amoureux mais bon il se rendait compte que j'étais beaucoup trop jeune aussi Mhm. quoi donc voilà il était censé quand même en parler avec mes parents, c'était un ami de mes parents en fait, enfin D'accord. bizarrement on était il y avait autant d'écart d'âge avec moi qu'avec mes parents quoi tu vois Ok. c'était un peu bizarre. Enfin, la situation était pas terrible. En fait, si tu veux, personne n'a parlé à personne, de Mhm. rien. Moi, j'ai pas parlé à mes parents m'en ont pas parlé, malgré ce qu'ils voyaient. Il y a eu des attouchements sexuels qui sont vraiment pas une bonne idée, qui sont Mhm. vraiment pas un bon souvenir, mais qui, moi, sur le moment, m'ont paru être à peu près normaux, quoi. Mhm. Enfin, oui, voilà, tu sors avec T'avais pas de quelqu'un. repères Non, en en fait, même c'est temps. ça, j'avais pas de repère, Mhm. exactement. Euh, mais moi, là, ce qui m'a traumatisée, je pense, à ce moment-là, c'est pas tant les attouchements sexuels et la précocité de la relation. Ce qui m'a vraiment traumatisée, je pense, c'était le fait d'être prisonnière d'une relation dont Mhm. j'étais pas capable de sortir alors même que je le voulais, euh, dont j'étais pas capable de dire qu'elle m'allait pas, en Ouais. fait. Et c'est ce mutisme-là, si tu veux, qui est moi mon problème. Ok. Et je pense que c'est un peu la ligne rouge de toute mon histoire, c'est le mutisme en fait. Mhm. Parce qu'on cherche tout un tas de raisons et tout, mais à mon avis, c'est le symptôme principal, c'est l'incapacité que j'ai eue à parler pour moi et à exprimer les choses qui font qu'en fait, du coup, les choses restent dans ta tête et puis Mhm. qu'elles macèrent et qu'elles prennent de l'importance, qu'elles pourrissent. Et si par là-dessus, tu vas commencer à écrire tout ça, Mhm. ben, si tu veux, ça met en forme en fait toute cette détresse, ça leur trouve des causes qui sont peut-être pas les bonnes, mais tu vois, qui te donnent les moyens de comprendre. Je te disais tout à l'heure, c'est vrai que pour moi, écrire, c'est penser, quoi. Donc, Mhm.
Et si tu veux, au lieu de parler, ben, j'écrivais et en l'occurrence, j'ai quand même réussi à me sortir de cette histoire. Ça a pas été simple, mais j'ai quand même réussi à en sortir. Et en même temps, je suis immédiatement retombée dans une autre histoire qui était dans un premier temps parallèle, où aussi le mutisme a pris toute la place. C'est-à-dire que, comme je te disais tout à l'heure, j'étais très seule, mais dans ma vie, j'avais le judo. Le judo, j'y allais 2 fois par semaine, et c'était le seul endroit où j'avais un semblant de vie sociale, même Mm. si c'est pas un lieu où tu vas discuter vraiment avec les gens. Tu fais des combats, quoi. Ouais. Mais ça a suffi pour que alors j'allais dire je tombe amoureuse, mais c'est une forme vraiment d'idéalisation, tu vois, de cristallisation d'un d'un gars que je voyais là-bas. Et si tu veux, je pense que ma vie était tellement vide qu'en quelques mois, il a pris toute la place, quoi. Ok. Et j'ai eu ce moment, d'ailleurs, je me rappelle bien, enfin, je me rappelle pas, mais je l'ai retrouvé dans des poèmes débiles que j'écrivais à l'époque, et vraiment celui-là était ignoble, où avec un sens du tragique tout à fait adolescent, je me dis, Mm. mais putain, enfin, comment ça se fait que je veux pas être avec ce gars qui m'aime, alors que je veux être avec ce gars qui ne m'aime pas, et quelle horreur, j'arrive pas à dire à l'un que je veux le quitter, j'arrive pas à dire à l'autre que je veux être avec lui, il y a zéro issue des deux côtés, mais tu vois, Ok. le point commun, ça reste le mutisme, et la manière de sortir du mutisme, l'écriture, quoi. Ok. Et comme j'ai pas de vie sociale, et ben si tu veux, là je m'engouffre sur 2 ans et demi en fait, hein. 2 ans et demi à peu près, où je ne pense qu'à ce mec-là, du judo, Mhm. H24. Je ne vis que pour les mercredis et les samedis. Je passe le reste de mon temps à refaire le match, à refaire les Ok. combats, à penser à ça. Et comme j'ai rien dans ma vie, eh ben, écoute, j'écris ce vide-là et je le romantise, et je le Mm. creuse. Et puis je le rends tragique aussi, parce que ça correspond, je pense, à un tempérament que j'ai, Mm. d'envie d'idéal, d'absolu, d'une certaine manière, de grandeur. Enfin, Mm. j'avais un romantisme vraiment très très poussé, quoi, ce qui faisait que j'avais besoin ouais, c'est ça, de chercher des formes d'absolu. Et donc, je dis que j'étais amoureuse de lui, mais je pense qu'en fait, je le connaissais pas du tout, ce mec. Ouais. C'était un support, si tu veux, sur lequel j'ai tout projeté, quoi. Et ça se faisait dans ma tête, et ça se faisait aussi à l'écrit. Et Mm. donc, si tu veux, à côté de ça, je lisais toujours énormément. À cette époque-là, je lisais encore plus qu'avant. C'était pathologique, hein. Et plus je À ce lisais. point-là? Ouais, Ouais. c'était pathologique. C'est pas compliqué. On était 6, enfin, on est 6 dans ma famille, ce qui fait, on avait le droit à 2 livres, donc j'emportais 12 livres par semaine de la bibliothèque. Point. D'accord. Et donc, dans la douzaine, il y avait quelques BD quand même, hein, mais je me faisais 4-5 romans dans la semaine, quoi. Ah oui, ok. Et bon, j'exagère, allez, 3-4. Mm. Mais quand même, tu vois, c'était un bon rythme, hein. Mm. Et, et si tu veux, la vie est tellement mieux dans les livres, quoi. Les personnages sont intéressants, puis je lisais des choses très mauvaises, mais aussi des choses très bonnes. Mm. Et petit à petit, tu vois, je suis allée chercher des choses qui me parlaient aussi à cette part sombre de moi-même que j'ai cultivée, hein. Oui. Je pense que j'étais active en fait dans ce mal-être. C'est ça aussi qui est un peu particulier avec ce que j'ai vécu, c'est que je me sens, j'allais dire coupable, enfin en tout cas je me sens co-auteur de la Ouais. détresse dans laquelle je me suis plongée, quoi. Mais t'étais consciente que tu alimentais cette part d'ombre à ce moment-là, ou juste tu vivais et c'est avec le recul que tu as pris conscience de ça? Je pense que j'en avais un peu conscience quand même, que je Mhm. recherchais cette intensité-là, parce que peut-être je cherchais aussi à vivre un peu comme un personnage de roman, peut-être. Mhm. Un petit côté bovarisme, en fait, aussi, voilà, quoi, ma vie était vraiment en elle-même, il n'y avait rien, en fait, si tu veux. Mhm. Enfin, j'avais finalement très peu de relations avec ma famille, c'est ça, c'est un truc qui me semble aussi assez étonnant aujourd'hui, mais moi j'ai vécu mon adolescence dans ma chambre en fait. Mhm. Et dans ma chambre, je bouquinais, quoi, et où je travaillais, mais si tu veux, j'étais vraiment en espèce d'autonomie dans ma tête. Mhm. J'ai toujours été très indépendante, très solitaire, et j'en ai pas souffert encore une fois, tu vois. Donc du coup, les bouquins, bah, ça me permettait d'avoir une vie sociale. Si tu veux, avant de sortir avec ce premier type là qui était trop vieux, moi, j'avais déjà eu plusieurs crushs, hein, mais il y en avait pas un qui existait, si tu veux, hein. Ouais. C'était que des personnages de fiction. Peut-être aussi pour lequel ça m'a fait bizarre quand ça s'est réalisé, parce Oui. que
que tout à coup c'était C'était réel. très différent, quoi. Ouais. Donc si tu veux, moi je cherchais dans la fiction tout ce qui allait pouvoir rendre ma vie intense. Mhm. Et moi, l'intensité, je la cherchais aussi dans la tragédie, parce que je pense que j'ai ce truc enfin, j'avais déjà ce truc un peu sombre dont je sais pas d'où il vient. C'est peut-être là que j'ai une hypothèse surnaturelle par ailleurs. Ok. Mais donc du coup, voilà, c'est quelque chose que j'ai en fait un peu alimenté. Ouais. Je reviens juste sur, tu disais que avec ta famille, les relations étaient finalement assez éloignées. Ouais. Tu vivais avec tes parents Oui. à ce moment-là. C'était quoi leur rapport à cette situation? En fait, il n'y en avait pas vraiment. Ça, c'est un des trucs dont on discute justement aujourd'hui, cette année, parce que je pense qu'ils ont pas vu et que j'ai pas montré. Mhm. Et j'avais aussi 3 frères et sœurs plus jeunes dont ils sont occupés. Et puis c'était, voilà, mon père il travaillait beaucoup. Je pense que je faisais pas de vagues en fait, si tu veux. Moi, ça fonctionnait correctement au lycée, enfin au CNED plutôt. Ouais. Le résultat scolaire était correct. Il y avait, je faisais pas grand-chose, mais en fait je manifestais pas de souffrance non Mhm. plus. Moi, j'ai toujours tout dissimulé, je sais pas pourquoi, mais j'ai jamais envisagé de leur en parler, en fait. C'était vraiment Ok. ma vie intérieure et je voulais pas je voulais pas les y voir pénétrer, quoi. Donc je leur disais rien. D'accord. Voilà. Ok. Et du coup, comment les choses évoluent donc là, tu nous as parlé beaucoup d'écriture assez noire, assez sombre, Mhm. des lectures qui pouvaient l'être Mhm. également. Comment les choses évoluent après? Petit à petit, tout s'est assombri. Déjà, j'ai eu une expérience à nouveau d'abus sexuel. C'était quand j'avais 16 ans. Mhm. Je m'en suis pas rendu compte sur le moment, en fait, on va dire, de la gravité de la situation, mais je pense que ça a pas aidé quand même sur mon, mon état d'esprit général, Mhm. puisque petit à petit après ça, mais encore, je crois pas que ce soit du cause à effet, mais bon, le fait est que c'était après. Mhm. Petit à petit après ça, j'ai commencé en fait à me scarifier. Ok. C'est-à-dire, je crois que moi, ça a été vraiment, ça a été la porte d'entrée, quoi. Pourquoi? Je sais pas. Par désœuvrement, parce que c'était possible, parce que j'avais un couteau suisse sur mon bureau et parce que c'était un peu fascinant. Mhm. Et puis c'est quelque chose, au début c'était assez vide hein, comme geste. C'était un peu comme, je vais dire presque un bruit blanc, tu vois, une Mhm. espèce de truc, une espèce d'expérience, mais assez vide. Est-ce Euh, que c'est quelque chose que tu avais lu dans un livre ou... Je crois pas, même si à l'époque j'avais quand même le truc, j'ai toujours eu une fascination pour le sang, ça c'est certain. Ok. Et petit à petit, quand ça a commencé à se rapprocher on va dire, de la tentation du suicide, moi c'est un truc, bizarrement, j'ai jamais hésité sur le moyen. C'était clairement me couper les veines, enfin j'ai jamais envisagé de me pendre, par exemple, ça me serait Mhm. jamais venu à l'idée. Enfin, du coup, je dis ça parce que c'est vrai que c'est vraiment un geste en fait qui est devenu une forme d'addiction. Ok. Petit à petit, je sais pas, j'y trouvais quelque chose d'intense, j'ai Mhm. trouvé quelque chose de transgressif, j'ai trouvé la vue du sang qui me plaisait. J'ai trouvé une manière aussi, je pense, de m'exprimer un peu littéralement, quoi, puisque, tu sais, s'exprimer, ça veut dire faire presser pour faire sortir un liquide, Mhm. quoi, à la base. Donc, quelque part, enfin, voilà, moi, je vois le lien entre l'expression au stylo et l'expression à l'encre Mhm. et surtout, tout ce que j'arrivais pas à dire, en fait. Mhm. Et je pense que c'était des manières de faire sortir tout ce que j'arrivais pas à dire, tout simplement, Ok. puisque le mutisme était toujours là, quoi, en fait. Ouais. Je disais rien, je disais pas que je l'aimais, je parlais pas à ma famille, j'avais pas d'amis. Donc, Ouais. si tu veux, je pense que c'était une manière de faire sortir les choses. Et petit à petit, je pense que ça s'est confondu de plus en plus étrangement avec l'idéalisation et la cristallisation que j'avais développée pour le garçon du judo. Et je sais pas, c'était un peu les deux faces d'une même médaille, quoi. Cet Mhm. amour-là, c'était comme ça que je l'exprimais. Ok.
je vois pas trop non plus le lien. Ouais. Mais je sais qu'à l'époque, c'était évident. D'accord. Donc, je sais pas t'expliquer ça pourquoi. Ok. Mais c'était ma manière à moi de le vivre et de chercher aussi peut-être une forme d'absolu parce que quelque part, alors, il y a ça, petit à petit, en fait, je me suis rendu compte que le suicide, c'était une idée qui commençait vraiment à m'appeler, quoi, tu Mm. vois. Et sur tes scarifications, personne ne se rend compte, pareil, que tu fais ça, que ça soit au judo, quand t'es à la maison? Je me rappelle d'au moins une fois où ma petite sœur les a vus et comme on était à table, je sais que du coup ma mère, je me rappelle que son regard s'est vraiment durci à ce moment-là quand elle a compris que j'avais recommencé. Donc puisque c'est recommencé, ça veut dire qu'elle avait déjà vu au moins une première fois. Mm. C'est assez flou. En fait, on n'en a pas parlé. Je crois pas qu'on en ait Mm. vraiment parlé. Je pense que mes parents m'ont pas forcément bien, et à ce niveau-là, pris la mesure de ce qui se passait et ils ont dû me dire d'arrêter, tu vois, quelque chose comme ça, quoi. Oui. Mais moi, j'avais pas envie de leur expliquer non plus, hein, donc Oui, oui. je pense que j'ai tout fait pour fuir et Mm. non, je leur montrais pas. Le but, c'était clairement pas de leur montrer. Si tu veux, après, je faisais ça dans le pli du coude, à un endroit où a priori ça se voit pas à part l'été, et puis peut-être que l'été je le faisais pas, je me rappelle pas bien. Peut-être Mm. que je le faisais pas en permanence non plus, hein. Ouais. Ok. Et donc tu disais là que petit à petit, c'était le chemin du suicide, en tout cas, ce que tu commençais à avoir en tête. Ouais, c'était quelque chose qui m'appelait. En fait, c'était le passage à l'acte qui moi, me fascinait. Euh, j'avais, euh, j'avais une fascination tout à fait morbide pour le suicide, pour le Mhm. suicide jeune en particulier. Plus c'était jeune, mieux c'était. Ok. Donc j'avais aussi un espèce de compte à rebours dans le crâne qui a pris un peu beaucoup de place. Je me rappelle au moment où je commençais à arriver sur mes 18 ans, où je me disais, putain, tu vas quand même pas échouer. Je sais pas, Ah ouais, c'est quelque comme ça part, que tu le passer voyais, les ouais. 18 ans, ça me semblait, voilà, si tu te suicides, mais tu te suicides après 18 ans, qu'est-ce que tu veux, quoi. Enfin, t'es Ok. nul, quoi. Ouais. Je sais pas, Et c'est tu sais pourquoi bizarre. tu avais cette idée en tête? J'avais. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en fait, je le voyais, mais c'est tordu, hein, tu vois. Mais je le voyais comme une forme d'élection, en fait. Une manière d'être spéciale. Une manière Ok. d'être trop pure pour ce monde. Et je sais pas, quand j'avais 10 ans, j'étais à fond sur les chevaliers de la table ronde, tu vois, la pureté, le sacrifice, Mhm. l'idéal, la noblesse. C'est le genre de truc qui me parlait et que j'avais gardé, mais sauf que j'avais rajouté là-dessus tout un côté dostoïevskien, absurde, vampirique aussi, enfin tout ce que tu veux, qui avait un peu teinté ça de mort en fait, quoi. Mhm. Et, euh, et disons que j'avais pas de raison de me suicider, donc du coup je me suicidais pas. Mais aujourd'hui, je dirais que je flirtais, tu vois, avec, quoi, et Mhm. qu'il me laissait prendre mon temps, mais voilà, petit à petit, je franchissais des étapes, quoi. C'est un peu Ok. comme ça que je le vois. Pendant quelques mois, c'était un flirt, et j'av- j'aspirais à y aller, Ouais. mais si tu veux, j'avais pas vraiment je veux dire, de raison de passer à l'acte, à part que je m'enfonçais quand même de mieux en mieux dans la dépression, hein. Là, ça Ouais. commençait à devenir assez sévère à ce moment-là. Je pensais à mourir toute la journée, hein, donc, Et le but, c'était de mourir ou c'était non, c'était de me tuer. C'était vraiment ça? C'était le geste, moi. Ouais. C'est-à-dire que je pensais pas ou pas tant que ça, que après je serais soulagée. Oui, je me le disais un petit peu, mais parce que je me disais que je souffrais et que d'ailleurs je souffrais. Enfin, Mhm. visiblement, je devais être très très mal quand même. Enfin, ça, c'est quelque chose à quoi j'ai pu accès. C'est une émotion je sais plus, je me rappelle pas, mais je ne peux que le déduire quand même. Mhm. Et mais non, je voulais pas être morte, je voulais me tuer, quoi. C'était ce passage à l'acte-là qui me parlait. Donc c'est pour ça que la scarification, quelque part, était une manière de m'approcher, quoi. Mhm. Mm. C'est intéressant ce que tu dis, puisque normalement, notre épisode sera diffusé après celui avec Christelle, où on aborde aussi la notion de suicide. Et quand elle y a pensé, c'était pas pour mourir, c'est qu'elle voulait en gros juste dormir. Mhm. Il y a une situation qui était trop pesante pour elle, Mhm. et elle s'est dit,
Voilà, je veux juste dormir et puis réveillez-moi dans 3 ans. Ouais. Bon, sauf que ça n'existe pas du coup. Ouais. Et du coup, ce qu'elle a fait, c'est une tentative de suicide quand même, Ouais. mais avec une idée très différente de ce que tu es en train de nous décrire. Ouais, j'imagine. Moi, quand vraiment j'ai commencé à passer à l'acte, ce que je disais, c'était les raisons que j'ai données au psychiatre à l'époque, c'était une forme de misanthropie, en fait. Hmm. Je trouvais que l'humanité était vraiment trop merdique et je me désolidarisais complètement du truc et je préférais. Enfin, tu vois, il y avait une espèce de différence comme ça que je ressentais et aussi une manière de prendre le monde et l'humanité de haut mais mais pas plus que ça, j'ai l'impression de recherche de soulagement. Ok. Pas tant que ça. Tu m'as évoqué quand on a préparé l'enregistrement qu'il y a une histoire aussi avec le bac qui fait que tu reviens au lycée, tu Ah oui, avais oublié de t'inscrire Oui, c'est ça. et que ça a aussi déclenché peut-être des choses. Ouais, bah du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait donc au CNED la fin de ma seconde, puis ma première, puis une première terminale. Pendant ma première terminale, j'ai eu l'occasion de partir un mois en Égypte au mois de novembre, où d'ailleurs je me suis fait violer, comme je t'ai dit tout à l'heure. Et où j'ai oublié en même temps de m'inscrire au bac, à moins que ce soit peut-être mes parents qui aient oublié de m'inscrire au bac, peut-être. Toujours est-il qu'arrivé au mois de janvier, je me suis rendu compte que j'étais pas inscrite. Ça me paraissait évident, t'es en terminale, c'est pour passer le bac, mais en fait, figure-toi que non, il y avait une démarche en plus à faire. Le recteur d'académie n'a rien voulu savoir. Et donc à partir de janvier ou février peut-être, j'ai compris que j'allais pas passer mon bac cette année. Ce qui fait qu'à ce moment-là, j'ai complètement arrêté de travailler. Je voyais pas trop bien pourquoi je ferais une chose pareille. À part si je lisais un peu mes cours de philo parce que ça m'intéressait déjà. Et là par contre, j'ai vraiment commencé à sombrer effectivement quoi. Et dans l'oisiveté, si tu veux, le cutter, c'est un réflexe, quoi, en fait. C'est vraiment à ce moment-là, je crois, où c'est devenu le pire. Sur la fin de cette année scolaire, en mai, par contre, tout a changé, en fait, très très vite. Dans un premier temps, pour le mieux, c'est-à-dire que j'ai rencontré, vraiment par une suite de hasards, quelqu'un qui était un ancien camarade de classe du village où j'habitais quand j'étais petite. Et en fait, on est sortis ensemble. Et au début, c'était juste génial. Tout à coup, j'avais non seulement un petit ami que j'aimais, et surtout toute une bande de copains quoi, qui m'a amené sur un plateau. Et tu vois, je passe de absolument rien et je pense à me suicider toute la journée à tout à coup, je suis au milieu d'une bande de gens et c'était juste génial. Et en même temps, ça n'a pas duré très longtemps, ce moment très, très heureux, hein, puisque l'été suivant, donc du coup, au bout d'un mois et demi, tu vois, euh, il m'est arrivé un coup de foudre, figure-toi, c'est-à-dire que il y avait ce mec-là que j'ai rencontré par hasard. Il payait vraiment pas de mine en plus. J'avais pas spécialement vu. Il disait rien. Et puis tout à coup, il s'est mis à jouer du violon, parce que c'était un violoniste. Et je sais pas, en fait, en quelques secondes, minutes, je sais pas, il y avait une telle intensité dans sa manière de jouer que ouais, le coup de foudre, quoi. Mais c'est un coup de foudre qui a été un gros traumatisme, parce qu'en fait, le gars en question, je savais qu'il repartait 2 jours plus tard. J'avais aucune histoire possible avec lui. Et puis surtout, j'étais déjà avec Karl, on peut donner son nom, donc le garçon qui était dans mon école primaire. Et donc j'étais avec Karl, et donc et le problème, c'est que ce coup de foudre a immédiatement malheureusement tué en fait l'amour que j'avais pour Karl. C'est-à-dire qu'en quelques minutes, cet amour-là s'est effondré, et en même temps, j'avais pas du tout d'avenir avec le violoniste non plus. Ouais. Et là, je pense que ce qui s'est passé, c'est que mais je ne le comprenais pas du tout sur le moment, mais en fait, j'ai revécu le traumatisme qui m'était déjà arrivé, où j'étais donc dans une relation dans laquelle je voulais plus être parce qu'elle était morte, parce que je ne l'aimais plus, et en même temps, je pouvais pas lui dire parce
Parce que le pauvre garçon, quoi, il avait absolument pas mérité ça, parce que j'avais aucune raison, en fait, il avait rien fait pour que je l'aime plus, enfin, et puis on avait quand même échangé des serments, enfin, je veux dire, je m'étais lancée dans cette histoire sans aucune retenue, quoi, ni lui. Ouais. Donc, si tu veux, on a passé 1 mois et demi à se parler d'éternité, tu vois, et moi, en 3 minutes, j'avais foutu ça en l'air, quoi. Enfin, je me sentais d'une culpabilité absolument immense. C'était impossible de lui dire. Et donc là, il m'a fallu, je sais pas, quelques heures, tu vois, et pour passer à l'acte. Et c'est-à-dire que je suis rentrée chez moi et j'ai pris tous les médicaments que j'avais dans ma trousse de pharmacie, puisque j'étais en Irlande, j'étais en colo. Donc j'avais une trousse à pharmacie. Et j'ai gobé tous les médicaments que j'avais et je suis après allée dans un pub pour boire de l'alcool jusqu'à ce que voilà, les choses s'arrêtent, quoi. Et je me revois dans ce bar, toute seule, avec mon journal à la main, en train de documenter mon suicide en direct, au milieu de la cohue, et de plus en plus alcoolisée. Et en même temps, c'était, comme je suis asthmatique, c'était de la cortisone que j'ai pris, donc ça ne sert à rien pour se suicider. Bon, j'avoue que ça m'avait pas effleuré, de toute façon, j'avais rien d'autre, j'ai pris tout ce que j'avais, c'était pas la question, donc ça n'a pas marché. Et j'ai pas recommencé immédiatement, mais si tu veux. Et c'est quoi le sentiment une fois que t'essayes et que ça marche pas? Je sais pas, une forme de soulagement qui vient du passage à l'acte. Je l'ai fait. Là, quelque part, j'avais entre guillemets réussi malgré tout, parce que comme je t'ai dit, en fait, en réalité, je suis même pas sûre que j'ai jamais voulu être morte. Moi, je pense que je voulais me tuer, ce qui était un petit peu différent, en fait. Je vois la nuance, ouais. Ouais, c'est pas très cohérent parce qu'en général, quand on se tue, après on est mort, mais c'était plus quelque part. Bah là, en l'occurrence, c'était une fuite, hein. De toute façon, je ne pouvais pas lui dire, je ne pouvais pas rester. Donc le plus simple, c'était vraiment de me tuer, quoi. Ok. Donc là, c'était une fuite. Bon, bah, j'ai pas réussi. J'étais soulagée que les moniteurs de la colo ne m'en parlent pas, ne parlent pas à mes parents. Je m'en suis sentie tirée à bon compte. Puis bah, à Karl, bah, je lui ai menti, en fait, hein, parce que je pouvais pas lui dire au téléphone. Donc je lui ai menti. Parce qu'évidemment, c'est quelqu'un qui était dépendant affectif au dernier degré, ce qui fait qu'il passait ses conversations téléphoniques à me demander si je l'aimais toujours et si je n'avais pas rencontré quelqu'un d'autre. Donc qu'est-ce que tu veux? Je lui ai menti, je savais pas. Et si tu veux, je lui ai menti pendant les 3-4 mois qui ont suivi, en fait. Et c'est-à-dire que j'ai jamais réussi à passer à l'acte à nouveau et à parler et à lui dire qu'il fallait que je le quitte. Donc moi, j'étais partie pour rester avec lui toute ma vie. Ok. Et ne jamais lui dire. Et parce que je pouvais pas, en fait. Ouais. Donc c'était horrible parce qu'en fait je mentais à longueur de journée parce que je me forçais. Les relations sexuelles, c'est ignoble, hein, quand tu te forces, c'est dégueulasse. C'était vraiment comme un espèce de sentiment de claustrophobie qui devenait de plus en plus dur. En plus de ça, ben, mes amis, c'était ses amis, tu vois. Donc, et puis moi, ses amis, je les aimais énormément. C'était la première fois que j'avais des amis depuis longtemps. Donc tu étais consciente, en plus, si tu mettais fin à cette relation, je les perdais aussi. tu perdais Voilà. ses amis. Ouais. Et donc à ce moment-là, moi je suis rentrée en terminale au lycée, parce que je voulais le suivre. Et puis ses amis qui étaient là-bas aussi. Donc c'était ma deuxième terminale, j'étais à nouveau interne. Et jusqu'à novembre à peu près, je me suis enfoncée en fait dans mes mensonges, quoi. Et vraiment c'était de pire en pire, ça s'est terminé un peu par hasard. Enfin, c'est pas quelque chose que j'avais résolu, c'est juste quelque chose qui est arrivé à un moment, c'était plus possible. Ça s'est cassé, tu vois, et ça a été affreux parce que lui il s'est absolument effondré, parce qu'il m'a fait du chantage au suicide, mais ça faisait des semaines, hein, qu'il me laissait entendre que si je le quittais, il allait mourir, tu vois, donc ça aide pas évidemment à le quitter. Ouais, et alors je fais juste un lien parce que on a fait un épisode avec Noémie où on parle de la dépendance affective, effectivement, puisqu'elle l'a été, elle a mis des mots dessus. Ouais. Mais pour ceux qui savent pas ce que c'est, ils peuvent aller écouter cet épisode. Excellente idée. Parce que du coup, elle parle de, effectivement, elle le dit à un moment dans l'épisode, elle dit, moi si quelqu'un avait besoin d'un paillasson, je pouvais être le paillasson, il n'y avait pas de problème. Ouais. Enfin voilà, ça peut être assez violent de ce côté-là aussi. Bah, moi en tout cas, j'étais dans une situation où je ne pouvais pas le quitter parce que en fait, il était j'étais le soleil de sa vie, tu vois. Je sais pas. Oui, tu sentais une culpabilité. Voilà, ça, ouais. C'était pas possible. Vraiment, je voyais pas, j'avais aucune raison, enfin, j'arrivais pas. Mais ça finit pourtant par s'arrêter.
Oui, parce qu'en fait, je pense que j'étais épuisée par tout ça, Ouais. en fait, et qu'à un moment, j'ai pas réussi à mentir une fois de plus, et je sais Mm. plus exactement, mais enfin bon, je me rappelle que c'était très très douloureux comme moment, et je me rappelle néanmoins, en rentrant à l'internat ensuite, que j'avais un sentiment de légèreté qui était. Enfin, j'y flottais, tu vois, Mm. jusqu'à ma chambre. Je ne touchais plus terre, tu vois. Et les filles dans ma chambre m'ont demandé qu'est-ce qui arrivait. Je devais avoir une tête pas possible. Et je me rappelle que je riais tellement en leur disant que je l'avais quitté, que vraiment, elles me trouvaient. Enfin, tu vois, elles étaient choquées, quoi. Parce que Ouais. j'étais insensible au dernier degré de dire ça avec une légèreté pareille. J'étais à deux doigts du fou rire, quoi. Ouais. Et je me rappelle, j'avais tellement d'oxygène dans les poumons que j'arrivais plus à respirer. Enfin, tu vois, c'était physiquement une libération immense. Mm. Et en même temps, ça n'a pas été une libération parce que, si tu veux, car il a quand même. Enfin, on a quand même continué à se fréquenter parce que lui, il m'a dit, bon, bah, elle était aussi ma meilleure amie, alors elles sont amies. Et puis moi, j'ai dit oui parce que je voulais continuer à voir ses potes, surtout. Ouais. Même si lui, c'était mort de chez mort, j'avais plus aucune envie même de l'approcher, mais bon, j'étais prête, enfin, malgré tout, Mm. je voulais voir ses potes, en fait. Ok. Et ce qui fait que, en fait, tout a continué exactement comme avant, à part, c'est-à-dire que ses potes lui laissaient la place à côté de moi, lui continuait à se comporter presque comme si on était en couple, même si on l'était pas. Et donc, moi, je savais pas trop comment me situer par rapport à ça. Et puis, je me sentais toujours, en fait, toujours très coupable. Ouais. Et je crois que là, suite à ça, j'ai fait juste une vraie dépression. C'est-à-dire, j'ai vraiment senti une espèce d'effondrement de ma tension existentielle. Je sais pas si ça a du sens. Je sais pas. Il y a, tu vois, une chute de tension, Mm. la même, mais en version existentielle. Mm. C'est-à-dire que tout à coup, tout est devenu de plus en plus sombre, de plus en plus froid, de plus en plus, je sais pas, c'est du brouillard. J'entendais plus les gens qui me parlaient. Je me suis juste laissée tomber au fond de l'océan. Je sais Ouais. pas, tu vois le genre d'image. Et, et à ce moment-là, il y a eu un moment où ça s'est cristallisé d'un coup, en fait. C'était un dimanche soir avant de retourner à l'internat à la fin des vacances. Mhm. Il y avait cette musique que j'écoutais qui était triste, qui parlait de corruption de la chair, de pluie, de pleurs, enfin, dark, quoi. Il y avait, là, ça devient un peu graphique. Il y a le moment où je me suis rendu compte quand j'ai coupé, en fait, que on apercevait la veine, si tu veux, au Mm. fond. C'est la première fois que j'avais coupé jusque-là. En fait, c'était bizarre, t'avais un espèce de trou dans l'hypoderme, finalement. Mm. Et je me suis dit, putain, c'est quoi ce trou, quoi? Et en fait, au moment où j'ai vu ce trou-là, il y avait cette musique, et je sais pas, il y a un truc qui s'est verrouillé. Et à partir de là, j'étais en pilote automatique. Et, je sais pas, ça s'est déterminé tout seul, tu vois. Ce serait le jeudi matin, parce que le jeudi matin, j'avais 3 heures de philo, et que la philo, c'était le seul endroit où j'investissais un tant soit peu l'existence, Mm. et mon honneur, et mon orgueil, et j'avais tout mis là-dedans. Donc, c'était une manière de rendre hommage. Et si tu veux, de ce dimanche soir jusqu'au jeudi matin, j'étais sur des rails, et bah, c'est ce que j'ai fait, en fait. Du Mm. coup, le jeudi matin, à 10h, quand la sonnerie a retenti, je me suis levée et j'ai fait exactement ce qui s'était passé dans mon scénario. Je suis allée jusqu'aux toilettes, je me suis enfermée dans la cabine et j'ai tranché. Et voilà. Et en fait, mon scénario s'arrêtait là. Je me suis retrouvée avec un geyser de sang qui en foutait absolument partout. Ouais. Parce qu'en fait, il y a une bonne pression dans le système veineux. Ouais. Donc ça en foutait sur les parois des chiottes. Enfin, tu vois, désolée pour être graphique, mais Mm. j'avais pas envisagé, en fait. Moi, ça s'est arrêté au moment où j'ai tranché. Et puis... Et puis, je sais pas si tu veux que je rentre dans les détails à ce niveau-là, mais enfin, c'est peut-être pas l'idée. Mais en gros, le truc, c'est que j'ai dû attendre, en fait, que Mm. ça se passe. Parce que Ouais. qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Ouais. Donc j'ai attendu, et le temps que j'attende en pissant le sang, ben, j'étais aussi en train de commencer à négocier, en fait, à me dire que si je m'arrête vraiment, est-ce que tu veux mourir là? Est-ce que tu vas vraiment Ouais. mourir dans des chiottes, quoi? Enfin, c'était vraiment ça l'idée. Est-ce que tu vas aller jusqu'au bout? Enfin, tu vois, j'ai commencé à avoir le temps de C'est l'instinct de survie qui est arrivé. Bah, je pense, ouais. Ouais. Ouais, je pense. Du coup, bah, au bout d'un moment, je pense que j'ai accepté que ce serait pas pour cette fois. Mm.
Je pense que j'ai négocié avec moi-même en me disant non mais c'est bon tu l'as fait parce que comme je te dis moi c'était le passage Ouais. à l'acte finalement. Ouais. Donc je l'avais fait. Donc quelque part j'étais T'étais ok avec ça. ok avec ça et donc du coup bah à partir de ce moment-là j'ai enroulé un bandana que j'utilisais pour ça et je suis retournée en classe et bon bah j'ai pas trop réussi à marcher, je suis tombée, enfin voilà, j'étais à l'infirmerie, j'ai rien dit à personne Hmm. et ça j'ai continué la journée quoi. Ok. Et Voilà. personne s'est rendu compte que t'avais essayé de te suicider en fait. Non. Enfin, je pense que tout le monde a vu que ça allait pas parce que j'avais un teint absolument livide, je me suis effondrée. Ouais, mais entre le sang dans les toilettes, toi qui lui as pas Alors ça, mis. c'est la question que je me suis toujours posée. Enfin, là, tel que tu le Le racontes, sang dans les ça me paraît toilettes, fou en ouais, fait. ouais, ouais, ouais. Je sais que j'avais oublié ça, tu vois, tu me rappelles un détail. Je sais qu'il y avait une fille que je connaissais qui, dans la suite de la journée, je l'ai entendu dire, mais putain, mais il y avait du sang partout dans les chiottes. Il y a une fille, en fait, elle croyait qu'il y avait une fille qui avait eu ses règles de manière dramatique. Ouais. Et je trouve ça trop bizarre parce que une fille, non, tu sais, ça ressemble pas à ça d'avoir ses règles, tu vois, quand même, il y a des limites. Ok. Donc, je comprends pas trop à ce moment-là comment, en fait, il y a personne qui a investigué, effectivement, ouais. Parce que ça devait se C'est voir. fou. Parce que vraiment, enfin, j'ai arrosé les murs, quoi. Donc, à un moment. Ouais, tel que. Alors, moi, je n'ai jamais vu ça, mais tel que tu le décris, effectivement, enfin, du sang partout, toi qui es Après, j'ai vraiment vite pâli. dirigé le sang vers la cuvette, tu vois. Enfin, j'ai vu que j'en Ouais, foutais partout. Et qu'est-ce que tu fais? T'as des chiottes devant toi à l'instant, ouais, tu fais ça proprement, quoi, tu vois. Donc en fait, je me suis vidé de mon sang dans les chiottes. ok. Et j'ai probablement tiré la chasse avant de partir, parce que je suis quelqu'un de civilisé, tu vois. Mais après. Bon, Ok, enfin, bref, c'est des bon. détails un peu horribles, je suis désolée pour ceux qui écoutent. Non, mais je le mettrai en intro que Ouais, effectivement il y a une partie qui est un peu gore. un peu graphique, ouais. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Après ça. Enfin, je sais pas si tu veux. Bah, ouais, bah, j'allais te demander un peu c'est quoi la suite du coup, puisque là tu fais ça encore une fois pour fuir j'allais dire cette relation, mais c'est plus la même relation Non, pour c'est pour ça. autant. Là, je pense que j'étais juste au fond de la dépression et j'avais. Et je pense que là, ouais, je sais pas. En fait, j'avais pas d'autre issue. Ça s'est fait tout seul. Ok. Moi, aujourd'hui, c'est le côté un peu surnaturel que j'évoquais tout à l'heure. J'ai l'impression que j'étais possédée, tu vois. Quand je te dis j'étais en pilotage automatique, il y a un truc qui était plus fort que moi, qui avait pris le contrôle et dont la seule réponse à tous mes problèmes était suicide-toi. Ok. Tu vois, en fait, c'est ça petit à petit, c'est comme si le suicide était devenu bah, en fait la seule et unique réponse partout où je regardais, en Hmm, fait. Et donc j'avais des problèmes qui peut-être nécessitaient pas nécessairement de se suicider dans l'absolu, hmm, mais c'était devenu un réflexe en fait. hmm, Et petit à petit aussi, c'était devenu une identité. ouais. Et ça a été un vrai problème après, parce que si tu veux, suicidaire, c'était quand même malgré tout une identité qui m'allait. Hmm, C'est un peu horrible. Enfin, moi, j'ai pas beaucoup de tendresse hein, pour finalement cette manière, enfin cette part-là de moi. Mais encore une fois, c'est quelque chose. Je pense que c'est peut-être. J'ai jamais été vraiment anorexique. J'ai essayé, mais j'ai pas réussi. hmm, Mais tu vois, j'ai ouais. l'impression il y a un truc un peu similaire où à la fois t'es malade et à la fois ça te va bien aussi. Ok. Parce que c'est une manière que t'as de vivre une forme d'absolu. Hmm, Et moi, c'était mon cas. ouais. Et alors, malgré tout, après ça, ça s'est su. Hmm, Ma mère, elle a eu un feeling très bizarre. En fait, elle m'a confrontée, mais genre frontalement. Elle a bizarrement attendu le samedi quand même que je sois rentrée chez moi. Mais elle m'a dit, qu'est-ce qui s'est passé jeudi matin? Et à ce niveau-là, c'est un peu surnaturel. Mais écoute, j'ai pas d'autre explication. Et hmm, la question était tellement frontale. Elle m'a dit qu'elle avait senti quelque chose. La question était frontale, je l'ai pas évité. J'ai montré la plaie. J'ai passé du coup un mois derrière, ou 3 semaines plutôt, dans une unité pour adolescents où il s'est rien passé de spécial. hmm, Comme je te dis, les raisons que j'avançais, c'était une misanthropie absolue. Enfin, je trouvais tout le monde merdique, je trouvais l'humanité merdique. Moi-même, je me trouvais pas mal, enfin en tout cas mieux que tout le monde, hmm, clairement, mais pas du tout au niveau qui était malgré tout celui auquel j'aspirais. C'est-à-dire que je voulais être Dostoïevski ou rien, tu vois. Si hmm, c'était pas pour écrire Les Possédés ou Les Démons, ou enfin, je veux dire, si c'était pas pour écrire du Shakespeare ou du Dostoïevski, vraiment, je voyais pas pourquoi
je vais prendre ma place dans la médiocrité générale de l'existence. Ce qui fait que du coup, j'alternais entre un espèce de complexe de supériorité, mais pathétique, hein, vraiment dramatique, et en même temps une conscience très nette de mes insuffisances, parce que le peu que j'écrivais à l'époque était clairement pas au niveau de Dostoïevski. Donc, si tu veux, ça valait pas le coup, donc autant me suicider, tu vois. Et c'est pas des bonnes raisons, on est d'accord pour se suicider, mais tu vois, je pense que c'était ça que j'avais, et je pense, les raisons que je me donnais à moi-même. Et au fond, je pense que j'étais dans une forme de possession aussi. Et je pense qu'il y avait un truc qui était plus fort que moi. Ok. Euh, Après ça, malgré tout, j'ai passé l'hiver. Euh, à la fin de l'hiver, ça a commencé à bouger pour moi parce qu'un des amis de Karl était un type assez spécial qui investissait un personnage d'elfe de l'univers de Tolkien et qui l'investissait dans le début des jeux vidéo en ligne massivement multijoueurs, c'était TK2C pour les plus vieux d'entre vous, Mhm. et qui l'investissait aussi dans un forum. Il a créé un forum sur Caramel, pareil, c'est pas tout jeune. Et c'était le début des réseaux sociaux, et si tu veux, sur ce forum-là qui s'appelait le Havre Elfique, avec donc cette ambiance un peu Tolkien qui était la sienne. Il m'a invité, il m'a montré comment ça marchait, et en fait, à ce moment-là, j'ai commencé à rencontrer des gens, mais genre des paquets de gens, et genre plein de gens différents, plein de gens bizarres, exactement des gens comme aussi bizarres que moi, aussi différents que moi, aussi aujourd'hui je dirais aussi neurodivergents que probablement moi aussi. Enfin bref, tout à coup, j'ai rencontré des masses de gens, et en fait, si tu veux, je les ai rencontrés, et sur Internet, c'était génial parce qu'on pouvait parler. Et comme je te disais depuis le début, moi, parler, c'est ça qui m'a toujours manqué. Et même avec les amis de Karl, hein, je parlais pas spécialement. On vivait des trucs, c'était très cool, mais en fait, je leur parlais pas non plus. Hein. Ouais. Et là, tout à coup, le rythme du chat, mais c'était parfait pour moi parce que je pouvais écrire. C'était un espèce de flux continu au long de la journée. Et en même temps, avec cette distance qui rendait tout plus facile. Enfin, si tu veux, c'était fait pour moi, quoi. Et donc, très vite, je me suis jetée là-dedans, et j'ai commencé à y passer tout le temps que j'avais, quoi, tout simplement. Et donc, j'ai commencé à rencontrer des gens qui sont immédiatement devenus très importants, dont, en fait, celui qui est devenu mon compagnon depuis, quoi. Et donc, on s'est rencontrés comme ça sur le Havre Elfique, et on s'est parlé peut-être pendant 6 mois avant de commencer à sortir ensemble pour de vrai. Ok. Et parce qu'on s'est pas du tout rencontrés, dans une optique de sortir ensemble, quoi. Ouais. C'est vrai que c'est venu après. Et je pense que là, ça a commencé à se soigner en moi parce que ce qu'il fallait, c'était parler, en fait, figure-toi. Et, et c'est aussi un moment qui m'a fait paniquer parce que tout à coup, ça allait mieux. Parce que tout à coup, je rencontrais des gens. Parce que quand même, un des trucs qui me retenait, ou je sais pas si ça me retenait vraiment ou si c'est juste ce que je me racontais, mais j'avais pas spécialement envie de faire souffrir les gens autour de moi. Enfin, je sais que mes carnets que j'ai jetés, mais étaient pleins de trucs du style, mais pourquoi ils veulent pas me laisser mourir? Mais pourquoi ils comprennent pas que je serai jamais heureuse? Et en gros, je trouvais que les gens étaient très égoïstes de vouloir me voir vivre, et que, en gros, si je restais, c'était pour mes parents, ça allait les foutre en l'air, les pauvres, quoi. D'accord. Et mes frères et sœurs aussi. Donc, si tu veux, je restais pour les autres. Et là, j'étais en train de me lier à encore plus de gens, alors que je voulais toujours me suicider. Et tu vois, je comprenais que c'était contradictoire, tu vois, que je pouvais pas à la fois rencontrer de plus en plus de gens et les laisser se lier, et moi me lier, et en même temps continuer là-dedans. Et en plus de ça, je commençais à voir la majorité arriver. Et je me disais, en fait, si tu te relances dans la vie, tu vas jamais y arriver. Donc je me suis resuicidée une 3e fois. Alors, pas vraiment, tu vois, mais encore une fois, je sais pas. Et j'ai paniqué, quoi. Quand j'ai vu que j'allais m'en sortir, j'ai paniqué. Et du coup, Ah ouais. et du coup, enfin, je sais pas. Je dis ça parce qu'en fait, ce qui m'a fait basculer, c'était vraiment une raison débilissime. C'est-à-dire que je me rappelle, j'ai eu 8 en allemand, alors que quand même, je pensais avoir réussi. J'espérais avoir 12-14, quoi, tu vois. Et j'ai eu 8, et je me foutais complètement d'allemand en plus. Hein. Ouais. Et donc, c'est tout ça pour dire que vraiment, j'ai saisi l'occasion, quoi. Ouais, la moindre chose pouvait être un prétexte. Ouais, parce que je pense que j'avais peur de guérir. Ok. Et comme j'avais peur de guérir, je stockais tous mes anxiolytiques, évidemment, au lieu de les prendre depuis novembre. Donc ça commençait à faire un petit peu de stock, quoi. Et je pense qu'en réalité, c'est là où je suis passée le plus proche de la mort. Parce qu'en fait, du coup, un soir, j'ai tout pris, je suis allée me coucher, et puis quand je me suis endormie, c'était un peu émouvant, tu vois. C'était la dernière fois que j'allais m'endormir, quoi. Enfin, tu vois, j'étais vraiment à côté de la réalité. J'étais pas dedans. Je me regardais. Et en même temps, là, j'étais partie pour m'endormir. Hein. Ouais.
Donc, ouais. Mais je pense que je suis pas passée trop loin, en fait, cette fois-là. Ok. Mais bon, bah, visiblement pas. Je me suis réveillée en plein milieu de la nuit et j'étais tellement mal. Et du coup, je me rappelle, je me suis levée, je suis allée aux toilettes voir à quoi ça ressemblait et j'avais le teint, mais d'un gris absolument surnaturel. Et vraiment, ça m'a choquée, en fait, cette couleur que j'avais. Et le problème, c'est que le lendemain, bah, j'étais toujours là et j'ai laissé partir tout le monde parce que c'était samedi matin. Les filles partaient de l'internat. Moi, je me suis levée une fois que tout le monde était sorti. J'ai été checker ma tête et c'était toujours pas possible. Et je savais qu'il y avait ma mère qui allait venir me chercher et j'étais coincée. Et du coup, à ce moment-là, en fait, bah écoute, j'ai appelé le fil santé jeune, figure-toi, pour Ok. donner peut-être le numéro à la fin, qui promettait de l'aide et de la confidentialité. C'était exactement ce qu'il me fallait. Donc je leur ai demandé est-ce que ça va durer encore longtemps, ma tête? Et évidemment, ils n'ont pas voulu répondre à ma question. Et, euh, et à la place, ils ont réussi à me travailler au corps pendant une demi-heure pour me motiver à aller chercher quelqu'un. Et c'était la dernière chose dont j'avais envie, d'aller chercher un inconnu pour le ramener au téléphone. Il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque. Donc c'était la cabine du lycée, d'aller chercher le mec qui jouait au fond là-bas au basket, que je connaissais ni d'Ève ni d'Adam, pour lui dire de venir au téléphone, discuter de mon suicide. C'était l'horreur, mais Ouais. du coup on a réussi à trouver un compromis. Enfin bref. Ça a été une vraie négo. Ah putain. Mais ils ont réussi, ils étaient persuasifs. Ils étaient persuasifs. Et donc du coup dans la demi-heure j'étais à l'hôpital, on m'a fait un lavage d'estomac, je suis restée une semaine derrière ça, et en fait, bah finalement c'était ma dernière tentative de suicide parce que malgré tout, en fait, après j'ai remonté la pente quoi. Bon gré mal gré, Ouais. mais même si à ce moment-là je voulais toujours, hein, enfin j'étais toujours dans mon trip d'espérer peut-être ne pas au moins déchoir jusqu'à passer la majorité, mais bon. Et c'est quoi le déclic qui justement t'emmène finalement sur bah je vais remonter la pente? Bah l'amour. Ça va être un peu cucu, mais c'est tellement vrai. T'es pas la première à me parler d'amour Ouais. et qui change beaucoup de choses. Ouais. Ben, du coup, c'est mon copain là, que j'avais rencontré donc dès février. Et petit à petit, on s'est rapprochés. Ça faisait partie des personnes à qui je disais que je voulais me tuer. Enfin, je le disais assez volontiers sur Internet. Enfin, j'exagère, mais quand même, la plupart des gens autour de moi étaient au courant. On en parlait et du coup, lui, je sais pas, il a pas eu la même réaction que les autres déjà. La plupart des gens me traitaient comme si j'étais en porcelaine, ce que je peux comprendre. Et lui, bizarrement, il m'a pas trop ménagé en fait. Et ça m'a fait du bien d'être un peu bousculée en fait. Oui. Que quelqu'un me remette un peu en place aussi. Il m'a pas trop laissé prendre l'ascendant, j'allais dire intellectuellement, parce que j'avais l'habitude de faire, parce que je me croyais plus maligne que tout le monde. Et non, lui, finalement, il se laissait pas impressionner, donc il avait du répondant. Donc tu vois, j'ai trouvé en face quelqu'un qui était capable de me tenir tête et qui était capable d'avoir du répondant. Et bah, j'en avais pas l'habitude, quoi, déjà. En plus de ça, il a été extrêmement soutenant, il m'a fait venir chez lui à un moment où ça allait pas du tout avec mes parents, parce que je voulais partir de chez moi, parce que ma mère était déprimée au dernier degré à cause de moi, ce qui, évidemment, n'était pas... Enfin, voilà, c'était pas une bonne ambiance quoi. Ouais. Donc du coup il m'a accueilli 3 jours chez lui et on n'est pas sortis ensemble à ce moment-là, mais je me rappelle d'un tel soutien, tu vois, émotionnel quoi, que on s'est vraiment liés à ce moment-là. Et puis quelques semaines plus tard, je me suis aperçue qu'en plus de ça, physiquement, il commençait à y avoir quelque chose assez net. Je commençais à avoir envie de le toucher quoi. Donc bah, ça s'est fait. Je sais on a commencé à sortir ensemble. Moi, je sais qu'au début, je m'en voulais. Je me disais, mais qu'est-ce que tu fous, quoi? Enfin, tu peux pas à la fois te suicider et sortir avec quelqu'un. Le pauvre, ça va lui faire du mal quand tu vas te suicider. Enfin, tu vois, j'étais pas dans l'idée de T'étais encore dans rester cette avec idée, lui. ouais. Voilà. Et je pense qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on va extrêmement bien ensemble. Je pense que il a il a une forme de foi en fait dans ce que je pouvais être. Tu vois, lui, en fait, c'est ça. Lui, il m'aimait malgré ma dimension suicidaire. Et moi, je crois qu'au fond, j'ai eu besoin de croire qu'on pouvait m'aimer malgré que je sois pas suicidaire. Enfin, je vais essayer d'expliquer, mais je pense qu'en fait, être suicidaire, c'est un moyen de faire que les gens t'aiment.
parce que les gens vont forcément se préoccuper de toi, vont faire attention à toi, Ouais. tu vois. T'attires l'attention. Ouais, tant que tu veux te suicider, tant que t'es en danger, en fait, en général, les gens sont là pour toi. Mais quelque part, je pense que j'avais besoin, c'était pas du tout une évidence pour moi qu'on continuerait de m'aimer si j'étais pas en danger. Oui. Tu vois, et en fait, lui, clairement, c'était pas cette partie-là de moi qu'il aimait. Lui, il voyait plus, j'allais dire, le potentiel. Et il était déjà amoureux de ce que je pouvais devenir, si tu veux. Tu vois? Et alors que moi, à cette époque-là, je n'y croyais pas. Enfin, je n'avais Ouais. pas d'avenir. Donc, quelque part, il avait une espèce de vision sur ce que je pouvais être, tu vois, qui passait par-delà le suicide, qui n'aimait pas le suicide, qui surtout ne romantisait pas le suicide, parce que moi, c'était ça mon problème. C'était en fait, je trouve ça ultra romantique, le Oui. suicide. Enfin, si tu veux, moi, j'avais quand même des photos dans ma chambre de tableaux d'Ophélie. Je sais pas si tu vois, c'est un tableau de Millet dans lequel tu vois cette. Ophélie, c'est un personnage de Hamlet. Alors, déjà, Hamlet, je connaissais la tirade par cœur, hein, en anglais. Et pour me le réciter, tu vois, c'était sympa. Bon esprit. Et du coup, j'avais des tableaux de filles mortes, tu vois, dans ma chambre. Ok. Il y en a des splendides, hein. Le thème de la jeune noyée en particulier, c'est un vrai topos, hein, en histoire de l'art. Et si tu veux, j'avais vraiment une érotisation, une manière de cultiver ce désir-là, tu vois. Et donc, de romantisation du suicide. Alors qu'en vrai, le suicide, c'est pas du tout romantique. Ouais. Enfin, tu vois, aujourd'hui, je le sais. Mais à l'époque, je le savais pas. Ouais. Et Morgane, du coup, mon compagnon, ben, en fait, il trouvait pas ça du tout romantique. Mais pas du tout. Et si tu veux, il m'a guéri un peu aussi de cette poésie-là que je voyais dans le suicide, en me montrant que non, c'est juste dégueulasse, en fait. Oui. Et il avait raison. Enfin, tu vois, il allait pas dans mon sens. Et T'avais besoin de ça à ce moment-là, ouais, en fait. ouais. Et en fait, bah, je sais pas, il avait tout à fait une espèce de foi en moi, en nous, en fait. Et même si moi, je l'avais pas encore, bon, écoute, En fait, tu t'es laissé porter, on dirait. ouais, je me suis laissée porter. Je me suis un peu débattue. Je me rappelle que les premiers mois, au moins, j'avais toujours des scénarios de suicide en tête. Petit à petit, en fait, j'avais arrêté de me scarifier. Mais j'espérais y revenir. Tu vois, c'est un truc que j'avais perdu, mais que j'essayais de réanimer, en fait. Mais bon, évidemment, ça marchait pas. Et puis, petit à petit, je suis passée à autre chose. En fait, si tu veux, je pense que petit à petit, j'ai investi, évidemment, dans la relation avec Morgane et puis dans la philo. Et là, j'ai mis dedans tout mon estime de moi, tout mon honneur, parce que quelque part, il s'agissait de... Je te parle d'honneur parce que quelque part, moi, je trouvais que dans le suicide, il y avait, comme je disais, une forme d'élection, et alors si finalement il fallait vivre, il fallait réussir, quoi, en fait, et faire un truc bien, parce que j'étais encore vachement dans un idéal, je pense, de très, très ambitieux, finalement. Et donc la philo, quand même, il y a un côté... je sais pas si tout le monde trouve comme moi, mais moi, je vois aller là-dedans un truc très... j'allais dire élitiste, mais enfin une manière, tu vois, d'aller le plus haut possible. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je voyais la philo, quoi. Une espèce de science générale, celle qui va le plus loin, celle qui chapeaute toutes les autres, et la manière d'aller le plus loin possible intellectuellement, quoi. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et du coup, j'ai passé 7 ans à la fac de philo. Et pendant ce temps-là, je suis devenue gothique aussi. Ce qui, je pense, a été une manière de guérir aussi de toute cette fascination-là pour la mort. Je suis devenue gothique alors que j'étais déjà plus suicidaire, mais quelque part, ça m'a aidé à faire la transition, je pense. C'est une manière de toujours marquer une forme d'identité, de pas me renier non plus complètement. Enfin, voilà, c'est transition. Et puis, petit à petit, en fait, tout ça, ça a reflué, tu vois. Et après, j'ai eu le concours, j'ai commencé à devenir prof, j'ai commencé à avoir des enfants, et tout ça, si tu veux, il y a pratiquement 20 ans, quoi. Parce que ce que je te raconte, les tentatives de suicide, ça, c'est 2000. 2001. Ok. Ouais, non, 2001 plutôt. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, bref, cette période-là. Et donc, tu vois, en fait, t'as un gap de presque un quart de siècle avant aujourd'hui. Ouais. Et du coup, t'en es où aujourd'hui ? Ouais. Déjà, ça va super bien. Ça va tellement bien que c'était devenu assez étrange pour moi d'avoir ce passé-là. C'est-à-dire que depuis quelques années,
je me suis rendu compte que j'avais complètement perdu le contact avec mon adolescence, qui était vraiment une autre vie, que j'avais peu de souvenirs. Là, je t'ai raconté plein de choses, mais en fait, c'est vraiment une anamnèse, une remémoration que j'ai fait pendant cette année. Mais en fait, je les avais pas, ces souvenirs-là. En plus, entre-temps, j'avais balancé tous mes journaux intimes que je pouvais plus voir en peinture. Je les haïssais. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a été en jachère comme ça pendant un petit quart de siècle. Et tout m'est revenu dans la figure cette année. Oui. Et donc là, j'ai passé l'année à faire du kintsugi, c'est-à-dire à essayer de retourner voir les blessures, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, d'essayer d'observer les plaies, d'essayer de réparer, d'essayer de comprendre et de sublimer. Enfin, vraiment, c'est pour ça que ça me parle, en fait, la démarche de ton podcast, quoi. C'est parce que moi, c'est exactement comme ça que je vois ce qui s'est passé pour moi cette année. Ouais. Et c'est quoi le regard que tu portes du coup aujourd'hui entre cette année où tu as beaucoup regardé la situation c'est quoi le regard que tu portes sur toute cette situation? Le regard qu'aujourd'hui je porte sur cette situation, je suis pas sûre de bien comprendre ta question. Comment tu le vois? Tout à l'heure tu l'as dit à un moment, t'as pas tellement de... J'ai plus le mot exact que tu as employé... De compassion, je crois que tu as dit, par rapport à cette période de ta vie ou à ton toi de ce moment de ta vie. Mais là, après presque plus de 7 mois bientôt de revoir cette situation, c'est quoi ton point de vue dessus? Comment, je sais pas si c'est comment tu l'expliques, mais c'est c'est quoi le sentiment que tu as quand tu regardes tout ça? Quand je regarde mon passé, je suis désolée, cette question-là, elle est pas évidente parce que je sais pas si j'ai un sentiment de mon passé autre que ce que je t'ai raconté, parce qu'en fait, tout ce que je t'ai raconté, c'est ça, le sentiment que j'ai de mon passé, tu vois. Par contre, peut-être que ce que je peux te dire, c'est un peu le sentiment que... Comment dire En fait, j'ai l'impression que ce passé-là, je l'avais complètement oublié. Enfin, c'est pas une impression. Ce passé-là, je l'avais complètement oublié. Et ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai eu besoin je crois, enfin, c'est même pas que j'ai eu besoin, c'est que ça s'est présenté à moi. Comme ça a recommencé à venir me hanter. Et sous la forme de souvenirs, sous la forme d'émotions comme ça qui s'imposaient complètement. Et du coup, j'ai eu l'impression que ce qu'il fallait faire cette année, c'était justement faire un travail de retourner voir et d'en faire quelque chose. Et donc, si tu veux, la manière dont je vois mon passé, c'est presque comme une enquête, en fait. C'est-à-dire que j'ai vraiment essayé de comprendre. Et d'ailleurs, j'ai commencé en disant, je ne sais toujours pas, en fait. Pourquoi j'ai vrillé comme ça? Alors, peut-être c'est le moment d'expliquer mon hypothèse surnaturelle. En discutant avec ma mère, je me suis rendu compte que l'ensemble des thématiques là, le mutisme, le suicide, c'est des choses en fait qu'elle a vécues en particulier pendant qu'elle est enceinte de moi. Donc en fait, moi je pense qu'il y a une forme d'héritabilité du traumatisme. Je pense que alors, ça fait... Soit tu peux parler surnaturel et parler de fantômes, mais j'aime bien, c'est poétique. Sinon tu peux juste parler de génétique et d'épigénétique en fait. Je pense qu'elle a été elle-même, elle a vécu des trucs qu'elle a pas du tout compris et que, contrairement à moi d'ailleurs, elle a toujours pas compris. Et qu'en fait, c'est un truc que j'ai reçu. Tu vois. Et c'est une espèce de réponse traumatique qui était déjà là. D'accord, ok. Et donc ça, c'est une des manières d'expliquer pourquoi, parce que quelque part, j'ai envie de dire, j'avais pas tant que ça de raison de vriller, quoi. Donc, du coup, je sais pas, je réponds pas du tout à ta question, mais c'est une manière de faire le lien entre ce qui s'est passé, entre ce qui se passe cette année et ce qui s'est passé à l'époque. Et moi, j'ai eu l'impression, en découvrant en tout cas ce que je viens de te dire là à propos du passé de ma mère, de découvrir que ce que je croyais être le noyau le plus intime de ma personnalité, peut-être ce que j'avais de plus propre, parce que même cette histoire cette expérience de suicide, pendant très longtemps, je l'ai considérée comme étant ce que j'avais de plus précieux, si tu veux, ce que j'avais vécu de plus deep, bien sûr, de plus intense et de plus dépressif peut-être, mais aussi précieux, quoi. Et moi, ça m'a fait un sacré choc aussi, de me rendre compte qu'en fait, c'était pas mon histoire. Que ce que je croyais être mon histoire n'était pas la mienne. Et du coup, ça me donne un espèce de
de moments où je suis à la fois en train de prendre du recul, de me décaler de cette histoire et de la reconstituer et d'en faire quelque chose qui est extérieur à moi. Donc peut-être que c'est une manière de répondre à cette question en fait maintenant, de dire finalement comment je vois cette histoire. Je vois à la fois cette histoire comme quelque chose que j'ai intégré et maintenant mon adolescence fait partie de moi alors que c'était pas le cas il y a encore un an. Oui. Il y a un an, elle n'existait pas. C'était quelque chose à quoi j'avais absolument plus accès. Alors que maintenant, ça existe beaucoup. Et donc, je me sens plus complète. J'ai vraiment intégré ça. Et en même temps, j'ai l'impression que ça m'a donné une forme de libération, d'émancipation, de puissance, en fait, aussi. Quand j'ai écrit tout ça, puisque j'ai essayé d'écrire un peu toute cette histoire cette année, puisque c'est ça que je fais, écrire. Si tu veux, en arrivant au bout, c'était un processus où j'ai énormément chialé, vraiment ultra intense, j'ai revécu tout, quoi, tout ce pourquoi j'avais pas pleuré. Tout à coup, j'ai pleuré, c'est là que, vraiment, c'était très intense. Et en même temps, en arrivant à la fin, tu vois, je te disais tout à l'heure que j'avais ressenti une chute de tension au moment de ma deuxième tentative de suicide, qui est pour moi le truc le plus marquant dans toute l'histoire, très très nettement. Et ben là, à la fin quand j'ai eu fini d'écrire mon texte, j'ai ressenti l'inverse. C'est-à-dire que pendant toute la semaine où je terminais, j'ai senti, mais là j'ai des images de super-héros, tu vois, dans la tête. Tu vois, au moment où t'as tes mains qui commencent à... Tu vois l'électricité qui sort et tu vois le mec qui sait pas ce qu'il va en faire. Tu vois, je savais pas quoi faire de toute cette puissance en termes de tension existentielle, du coup. J'ai senti une espèce de remontée en flèche et tu vois, j'ai essayé d'en parler autour de moi en disant c'est marrant quand même, je me sens vachement en forme, mais c'est bizarre vu quand même ce que je suis en train de faire à côté, parce que si tu veux, c'était un moment où avec ma famille, avec mes parents, mes frères et sœurs, c'était un peu en train de s'effondrer quand même dans tous les sens, parce que c'était le moment où tout à coup je mettais des mots sur en particulier les problèmes d'agression sexuelle, sur lesquels ils n'ont pas été très bons, ni d'ailleurs sur rien, d'ailleurs soyons honnêtes, même s'il n'y a eu pas de mauvaise volonté de leur part, ils m'ont toujours beaucoup aimé, ça m'a malgré tout construite, mais quand même ils n'ont pas été très bons. Et enfin bref, et tout ça pour dire, j'ai ressenti justement dans l'écriture une espèce de puissance qui me démangeait et dont je savais pas quoi faire, quoi. Je sais pas, il aurait fallu sortir faire du footing, enfin tu vois, évacuer, quoi, mais c'était très cool. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit avec ça. Donc en fait, ça a été en plusieurs fois, mais au bout d'un moment, j'ai fait ok, je vais écrire toute l'histoire. Et donc tout le mois de mai, j'ai écrit toute mon histoire. Et vraiment, j'ai fait ça toute la journée. Et c'était génial. Et en même temps, c'était dur, mais en même temps, c'était génial. Et j'ai trouvé ça passionnant, mon histoire. Franchement, j'étais à fond, tu vois, j'étais ma première lectrice. Et du coup, je savais pas quoi en faire. Est-ce que j'allais le publier ou pas, tu vois. C'était toujours la question, en fait. Est-ce que j'en parle? Est-ce que j'en parle pas? Est-ce que je le garde pour moi? À qui je le dis? J'avais déjà écrit et même publié un bouquin à l'automne, tu vois. Donc j'avais envie de recommencer pour asseoir ma légitimité d'écrivain. Et en même temps, je me rendais bien compte que c'était pas trop envisageable de publier un truc pareil sous forme d'un bouquin, tu vois. En fait, c'était pas un livre. Et donc, tu vois, tout ça, ça m'a énormément occupée. Et donc, du coup, tu vois, qu'est-ce que c'est pour moi aujourd'hui, cette histoire? En fait, c'est un matériel. C'est aussi un truc qui me sert de base pour écrire. Et la vache, qu'est-ce que j'aime ça, en fait, écrire, quoi. Et plus ça va, plus j'aime ça. Et du coup, c'est quoi la suite pour toi maintenant? Dans un premier temps immédiat, du coup c'est un texte que j'ai publié, le récit in extenso de ces 4 années pourries là. C'est quelque chose que j'ai publié sur mon blog. On peut aller le lire. Il y a un mot de passe pour essayer de filtrer un petit peu. Le mot de passe d'ailleurs c'est Kintsugi, donc c'est facile à retenir pour les auditeurs. Donc ça c'est publié et c'est une manière à la fois de faire ça dans le présent et de donner à ce texte, je pense, la portée qui est la sienne, parce que c'est un texte qui dès le début en fait était adressé. C'est un peu bizarre, c'est quelque chose que je raconte dans le manuscrit, c'est quelque chose que j'avais envie de dire à quelqu'un en particulier, même si c'était pas très approprié parce que c'était une élève en fait. Donc c'était vraiment une histoire super bizarre pour moi à vivre. Je me suis demandé pourquoi il fallait que je le fasse lire à cette fille, enfin tu vois, c'était pas approprié, quoi. Et en même temps, bon an mal an, c'est quelque chose qui a pris beaucoup de sens pour moi, pour elle aussi, ce que je raconte un peu dans le manuscrit. Et je me suis rendu compte en fait que c'est quelque chose, la publication de ce texte, mais une publication un peu semi-privée, tu vois, qui permet... C'est quelque chose que je voulais publier pour les gens qui avaient vécu un peu la même chose que moi, c'est-à-dire le mutisme,
la violence contre soi et la solitude en fait. Et j'ai l'impression que les quelques petits retours que j'en ai, que ça change des choses en fait de partager. Et je pense que c'est aussi exactement la démarche de ton podcast. Complètement. Donc tu vois, du coup, ce récit, dans un premier temps, je le partage sous cette forme finalement de publication blog avec un mot de passe. Et là, écoute, le projet, il est simple, ça fait quelques jours que je suis dessus. Je vais fictionner tout ça. Je vais m'autoriser à laisser le jeu et l'exactitude qui est celle du récit que j'ai écrit jusqu'à présent. Et de prendre tous les éléments de cette histoire, tous les éléments que j'ai vécus cette année, tous les éléments qui parlent de moi, qui parlent de mes élèves, qui parlent de ce que mes élèves vivent, parce que aussi je suis devenue prof. Et c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est aussi une énorme manière pour moi de guérir, parce que si tu veux, moi mon traumatisme il est lié à la terminale, il est lié au cours de philo. Et je suis devenue prof de philo, donc en terminale. Et du coup, dans mes classes, j'ai des élèves tout à fait normaux, et puis j'ai des élèves qui étaient ce que j'étais aussi. Et si tu veux, pouvoir être là, au contact de ces élèves-là, au contact de ces jeunes-là, c'est pour moi quelque chose qui est une grâce, tu vois. Tu vois, je sens l'émotion au moment où j'en parle. Ça a un vrai sens pour toi, un vrai sens profond. Ouais, c'est ça, c'est évidemment pour moi une manière de me revoir en eux, et en même temps de vivre aussi des relations que j'essaye de pas être trop débordante, là, tu vois, c'est pas évident, visiblement je déborde très vite. Cette année ça a été très très spécial en fait. J'ai toujours eu des relations parfois un peu privilégiées avec certains élèves, mais cette année en fait je pense qu'ils se reconnaîtront s'ils écoutent le podcast. C'était très très bizarre pour moi, ça a été ultra intense, et je sais toujours pas quoi faire en fait de ce qui s'est passé avec ces élèves-là. Mais je sais que c'est aussi pour ça que je suis devenue prof. Et j'essaye de tenir la limite pour avoir des relations qui sont appropriées, et en même temps je sais que ça a énormément de sens pour moi en fait d'être à leur côté, et puis d'être prof de philo quoi. Ok. Nolwenn, écoute, merci beaucoup pour ce partage. C'est vrai que j'allais faire le pont entre, on a beaucoup parlé de mutisme, de non-dit, et on se retrouve à échanger sur ton parcours avec des micros. Donc je trouve que ça fait une jolie image. Merci beaucoup pour ce partage, parce que on a eu le temps de se préparer, on avait échangé en amont. Je sais que ça a été un gros travail de ton côté, tu as replongé dans plein de choses sur cette année-là, ce qui nous a permis d'avoir cette discussion. Et on est rentré dans le détail, et je pense que ça peut aider effectivement des gens qui peut-être vivent ce que tu as vécu, et en même temps il y a un vrai message d'espoir derrière, parce que c'est vrai que tu as dit c'est un peu comment t'as dit, c'est un peu cliché avec l'amour, mais c'était l'amour, on se rend compte que ça aide quand même beaucoup. C'est le cas de Maud dans l'épisode numéro 4, Jennifer dans l'épisode 3 nous en parle aussi beaucoup. Je crois que c'est quelque chose qui aide, donc merci pour tout ce témoignage. Et puis j'ai envie de dire, l'amour en fait, c'est vraiment quelque chose que j'ai dû apprendre à accepter, et en fait c'est l'amour que j'ai pour mon conjoint, mais c'est aussi l'amour que j'ai pour mes enfants, et honnêtement c'est l'amour que j'ai pour mes élèves, en tout cas certains. Je pense que ça peut prendre plein de formes, mais en fait l'amour c'est juste l'autre nom de la relation, de la relation saine et authentique, et moi c'est ça qui m'a manqué pendant mon adolescence, c'est que je me suis coupée de toute relation, et c'est ça qui me guérit aujourd'hui en fait, c'est d'avoir plein de relations super cool, et c'est ça qui soigne en fait, de se relier. Merci Nolwenn. Merci à Thibaut. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Histoire Kintsugi en entier. Si la discussion vous a plu, inscrivez-vous pour ne pas rater les prochaines histoires, partagez-la à 3 personnes autour de vous, et mettez une note de 5 étoiles avec un commentaire pour m'aider à faire connaître ce podcast. Et puis si vous connaissez quelqu'un qui pourrait partager son histoire, vous pouvez m'écrire sur le compte Instagram du podcast, histoire_kintsugi, ou par mail à l'adresse thibaut@histoire-du6kintsugi.fr. Merci pour votre écoute, on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle histoire.